Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Rennes. J'ai le plaisir d'interviewer Olivier Méril, le président de MV Group. MV Group, c'est le premier groupe indépendant français dans le marketing digital. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Rennes ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. Dans cet épisode, Olivier va nous expliquer comment il a créé un groupe depuis Rennes avec 11 filiales, 35 expertises, présentes sur tout le territoire français. Mais surtout, on va comprendre quelles sont les valeurs, la vision de cette entreprise et comment MV Group est ancré dans un territoire rennais. Ça va être passionnant pour comprendre en fait quelles sont les spécificités de ce territoire et pourquoi aller investir à Rennes. C'est parti. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Bien, merci Olivier. J'ai le plaisir les amis de recevoir aujourd'hui Olivier Méril, le président de MV Group qui est à Rennes. Je suis ravi de vous recevoir. Ouais. Et bien également, pour commencer Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer déjà que fait MV Group ? Alors MV Group, on est un groupe de marketing digital et on accompagne les PME, les ETI françaises sur toute la stratégie digitale, donc sur toutes les étapes du parcours client. Notre mission première, c'est d'aider les entreprises à se développer avec les solutions digitales pour moderniser l'entreprise, gagner plus de clients, fidéliser les clients, pour favoriser le développement économique de l'entreprise. Donc concrètement, tu peux donner quelques exemples? Ça passe par des sites internet, par les réseaux sociaux, par quoi? Alors on fait pas de site internet, mais on va accompagner pour la construction du site en amont. Et puis une fois que le site va être fait, de développer toute la stratégie de référencement naturel, toutes les campagnes d'acquisition sur Google, sur Bing, sur Facebook, l'animation des réseaux sociaux, la production de contenu, la gestion de la donnée, ce qu'on appelle la data. Et la data, on va faire parler cette donnée-là pour justement travailler la fidélisation client, puis mettre en place des scénarios marketing spécifiques selon les différents segments que la data va nous donner. Et on va pas écrire de la même manière, par exemple, pour un client qui est fidèle et qui est plutôt VIP qu'un client qui va être occasionnel. Voilà, et donc c'est de mettre un peu toute cette intelligence-là. L'idée maîtresse dans le digital, c'est d'adresser un message unique à une personne au bon moment, au bon endroit et sur le bon device. Voilà. Et si on fait tout ça, globalement, on améliore l'expérience du client. Il n'est pas sursollicité. Souvent, quand on parle du digital, les gens disent oh là là, on reçoit plein de trucs. Quand on reçoit plein de trucs, c'est que finalement, c'est pas très bien fait. Et donc, on fait en sorte que ce soit le bon message bien calculé qui s'adresse pas 50 fois à la même personne, mais juste aux personnes concernées. Qui touche la cible au bon moment. Voilà, exactement. Non, mais je prends volontairement des exemples concrets parce que digital, c'est un mot qui évoque un peu tout et rien pour certains. Pour beaucoup. Et les gens du digital, il y en a pas mal qui font aussi pas mal de vent autour de ça. Donc c'est vrai que nous, on est plutôt très pragmatique. On est un groupe très héroïste. Donc tout ce qu'on fait, ça doit se traduire en dollars pour le client. Et donc, soit il gagne des clients, soit il développe son chiffre d'affaires, soit il fidélise plus ses clients, mais tout doit être finalement rattaché à un ROI. Oui. Ben justement, pourquoi est-ce qu'on vous appelle? C'est dans quel cas? Dans quel cas on peut conseiller à un entrepreneur de prendre son téléphone et de vous appeler? Dans toutes les entreprises, finalement, aujourd'hui, on a plutôt des clients qui sont plutôt modernes. Et toutes les entreprises qui sont performantes aujourd'hui, le commerce a changé. Donc, on n'envoie plus des commerciaux sur le terrain comme ça, prospecter. C'est le marketing qui va préparer d'abord les cibles pour finalement, donc là ça va être des stratégies d'inbound marketing où on va faire mûrir par le marketing et on va transmettre les contacts chauds aux commerciaux pour qu'ils soient bons au bon moment face aux clients. Et donc ça permet d'optimiser, ça permet de réduire les coûts d'acquisition d'un client. Et puis tout ça rend l'entreprise de plus performante. Et donc on a nous des entreprises, quelle que soit la taille, on va dire que c'est d'abord les enjeux digitaux qui vont faire foi dans tous les secteurs d'activité. Et donc que le secteur soit ultra moderne, ils ont besoin d'y être. Si c'est une entreprise e-commerce, si elle n'est pas performante, elle se fera dégager du marché parce que ses concurrents vont gagner des clients moins chers, à des prix moins chers et donc vont pouvoir être plus compétitifs.
Et puis une entreprise qui va pas être dans le secteur moderne. On peut penser au bâtiment. Ouais. Finalement, si l'entreprise du bâtiment, elle utilise les nouvelles méthodes, elle va exploser sur le marché, puisque avec le même moyen, elle va gagner 3 fois, 4 fois plus de clients que ses concurrents. Donc, elle va gagner des parts de marché, elle va recruter. Et puis, du coup, ce qui fait qu'elle va être, comme on dit, dans les startups scalables, parce qu'elle va pouvoir avoir une croissance beaucoup plus forte que les autres. Et c'est quand même le nerf de la guerre pour que l'entreprise soit économiquement performante. Bien sûr. Et puis par là même, en ayant créé des contenus comme ça, en ayant été attirante pour des clients, bien souvent l'entreprise est aussi attirante pour son écosystème de façon globale et pour recruter. Alors exactement. Et merci pour la transition, puisque c'est la dernière filiale qu'on a créée en ce début d'année, qui s'appelle We Feel Good. Et donc, puisque finalement c'est les mêmes problématiques, c'est attirer des clients ou des candidats et les fidéliser. Et donc tout ce savoir-faire-là qu'on a déployé pour des clients, on s'est aussi développé nous pour la marque employeur. On a travaillé depuis maintenant 5 ans. Et vu les performances qu'on a pu avoir, puisque en 2022 on a eu plus de 20 000 candidatures au total. On s'est dit qu'il fallait qu'on apporte cette solution-là à nos clients, puisque c'est les mêmes méthodes, la même tactique. Et donc et d'apporter une solution plus globale à nos clients pour avoir, une fois qu'on a développé la croissance, c'est bien d'avoir le monde pour honorer les contrats. Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu peux donner quelques grands chiffres sur MV Group aujourd'hui pour qu'on prenne quand même la mesure de la taille de ton entreprise? Alors, donc, nous, MV Group, on a un groupe, ça fait 12 ans que j'ai créé MV Group. On est parti d'une petite entreprise qui s'appelait Mediaveg à l'époque, qui faisait 1 million d'euros et avec 10 personnes. Donc c'est le MV, c'est ça? Alors, c'est le MV. Et donc, le MV Group existait, c'était ma holding, j'ai racheté par un LBO, et qui était anonyme, entre guillemets. Et puis, finalement, au fur et à mesure du développement, des rachats, des créations de nouvelles filiales, du coup, j'ai utilisé cette holding pour porter finalement toutes les filiales. Donc, aujourd'hui, on fait 75 millions d'euros en 2022, 450 collaborateurs, 11 filiales dans 11 villes en France. Globalement, on est présent sur toutes les métropoles, les grandes métropoles françaises. Le siège étant à Rennes, a été créé à Rennes et Rennes représente 50% à peu près des effectifs. On va revenir sur la spécificité rennaise de ton groupe. J'ai vu sur votre site que c'est du digital avec du cœur. Donc, si on essaie d'un peu prendre un peu de hauteur et de comprendre votre raison d'être, votre vision plus globale, quelle est-elle? Alors nous, notre raison d'être, c'est d'avoir un impact naturel sur l'humain. Finalement, si on fait ça, si on veut que les entreprises se développent, c'est plus facile pour une entreprise qui se développe d'avoir un impact sur les collaborateurs, d'avoir un impact sur son écosystème. Il y a des meilleurs locaux pour l'entreprise est en forme économiquement que quand elle est bancale. On peut plus facilement augmenter les salaires, on peut mettre un certain nombre d'actions en œuvre sur le bien-être. On peut avoir des actions de solidarité, on peut plus facilement s'engager sur le green. Et donc la raison d'être du groupe, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur de la stratégie pour justement développer le bien-être au global. Vous êtes société à mission? Oui, on s'est transformé en 2022 en société à mission. Très bien. Et tu peux nous donner quelques actions que vous avez pour l'illustrer? Oui, alors les engagements reposent sur 3 piliers. Un pilier sur la partie green, donc avec un engagement fort sur la réduction de l'impact. On n'est pas, nous, des gros pollueurs, entre guillemets. Les gens avec qui on travaille peuvent être plus considérés, mais on n'est pas sur les devices. On n'a pas les hébergements des moteurs de recherche. Donc on exploite, mais nous, dans le scope, ce qu'on appelle le scope 1, on est vraiment très, très faible. Et là, on a le plus gros impact, en fait. C'est, comme beaucoup d'entreprises, c'est 2 et 3. Non, alors 2 et 3, mais malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Et nous, on voulait avoir un impact sur ce qu'on peut faire. On va pas aller voir Google pour lui dire tu changes tes serveurs, tu les mets pas en Allemagne parce que c'est chauffé au gaz ou au charbon. Tu les mets en France. Malheureusement, ils nous écouteront pas. Donc on peut essayer. On peut essayer, mais en tout cas, et là, auquel cas, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir cet impact-là pour les collabs. Et donc, c'est de réduire le gros impact. Il est sur le transport entre le domicile et le lieu de travail. Et donc, c'est là-dessus qu'on actionne. Et donc, avec un engagement de franchir la barre des 50% de collaborateurs
qui utilisent soit des méthodes douces ou viennent en transport en commun. Ouais. Donc voilà, ça on a initié en 2022. On est déjà quasiment on est à 49% à la fin 2022. Donc ça a bien pris. Parce qu'on s'est engagé, dès qu'on choisit des locaux, on les met pied des transports en commun. Voilà. On a les vélos électriques pour les collaborateurs qui le souhaitent. Bien sûr. On a les prises électriques. On a 75% du remboursement des transports des transports en commun. Ouais. Donc qui favorise tout un tas de petits gestes qui ont significativement de l'impact. Et là, il nous reste à retravailler le covoiturage qui a un peu explosé en vol avec le Covid. Et donc voilà, ça fait partie vraiment là de la priorité de l'année. Alors pour accrocher ceux qui nous écoutent sur les scopes 1, 2 et 3, pour ceux qui seraient moins familiers avec les bilans carbone, nous aussi on l'a fait chez Newton Offices et on fait construire des immeubles de bureaux un peu partout en France, ce qui consomme beaucoup de matières premières. Donc nous on a un vrai sujet là-dessus et on s'oriente vers des rénovations plus que des créations neuves. Toujours, comme tu le dis, là où il y a des transports en commun, parce qu'en fait, le deuxième poste derrière, c'est l'usage qu'en font nos clients, et ça pèse aussi lourd. Si on est mal placé, si on positionne mal un immeuble, le scope 2, 3, enfin celui qu'on ne maîtrise pas directement, mais quand même sur lequel on peut influer, parce que si on se pose en pleine rase campagne, sans train, sans tramway, sans piste cyclable, sans rien du tout, tout le monde va venir en bagnole. Et du coup, sur la vie de l'immeuble et sur la production de carbone, c'est pas bon. Et donc là, alors nous c'est pas Google avec des serveurs, mais il faut quand même arriver peut-être à sensibiliser, à mettre en place les parkings, enfin tout faire pour que il y ait un bon comportement derrière. Exactement. Voilà. Donc, voilà, l'autre engagement, c'est sur la partie bien-être des collaborateurs, donc faire en sorte que tout soit fait pour maximiser. Alors, on n'est pas propriétaire du bien-être des collabs, on fait tout, on les accompagne, on les manage, on les fait monter en compétences. On a des locaux sympas, on a une happiness manager, on organise un certain nombre de choses, on accompagne fortement. Donc voilà, avec pareil un taux de satisfaction client de collaborateurs qu'on vise à 8 sur 10. D'accord. Donc, vous mesurez comment ça? C'est fait par sondage. Sur un sondage NPS en interne. Ouais. Exactement. Okay. Sondage anonyme, qui nous permet d'avoir les feedbacks et voir les évolutions. Et puis après, on veut aussi avoir de l'impact pour le faire savoir aux entreprises. Ceci, il n'y a que nous. Et là, on rejoint un peu finalement l'écosystème. C'est comment on peut contribuer. Moi, comment à mon petit niveau, je peux contribuer pour influer finalement d'autres patrons à être sensibilisés sur le côté green, à être sensibilisés sur le bien-être. Ouais. Et je me dis que si tout le monde fait un petit effort et si j'arrive à en convaincre juste un, finalement, j'aurais fait mon job. Et si chacun en fait un, on a vite fait le tour des entreprises et donc ça contribue à faire caisse de résonance et d'être une entreprise très ouverte qui favorise justement l'accès à l'éducation aussi pour beaucoup de monde. Alors nous tout recoupe parce qu'on a créé aussi la fondation MV Group et ça recoupe avec le troisième pilier, c'est de lutter contre la fracture numérique et favoriser l'éducation. Ah oui. Et donc dans le fait de faire grandir, favoriser l'éducation, c'est aussi d'avoir une entreprise ouverte. Il y a beaucoup de gosses qui n'ont pas de réseau, dont les parents n'ont pas de réseau et qui peuvent pas accéder juste au sujet d'orientation. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Et donc avec des engagements chiffrés d'accueil d'un certain nombre de chefs d'entreprise et d'accueil d'un certain nombre de jeunes pour à la fois les aider dans l'orientation et leur faire visiter l'entreprise pour leur faire découvrir. Finalement, on a à peu près 60 métiers différents dans le groupe à qu'ils puissent savoir ce que fait un data analyst versus un data manager, ce que fait un manager projet de référencement naturel, ce qu'un conseiller en orientation dans un collège ne saura pas faire. En fait. Bien sûr. Donc on peut pas orienter un gosse en disant toi je te verrais bien plutôt comme community manager, puisque la personne de bonne foi elle ne connaît même pas les métiers. Et puis bien souvent entre le moment où tu découvres ça et le moment où tu arrives sur le marché du travail, peut-être 5, 10, 15 ans plus tard, les métiers ont évolué. Les métiers ont évolué, sachant que l'école va mettre 10-15 ans à s'adapter, donc elle va former pendant un moment à des métiers qui sont morts. C'est pour ça qu'on a créé également notre propre école. Qui ne spécialise pas sur le Minitel, mais sur le sujet. On va revenir sur cet ancrage, c'est très très intéressant. Moi, en fait, j'ai découvert il y a pas très longtemps que le digital pouvait polluer, et j'ai l'impression que ça aussi c'est pas trop dans les consciences.
Moi, je vois souvent des jeunes qui balancent sur les vieux dont je commence à faire partie en disant mais tu roules en bagnole, t'es un gros porc et ils vont vite sur leur téléphone pour envoyer plein de messages et regarder du streaming. Et je pense qu'ils n'ont pas conscience que ça bouffe du serveur, que ça bouffe de l'énergie, que les serveurs il faut se les rafraîchir. Et là, je trouve qu'il y a un manque d'éducation sur ce sujet-là. Ouais, alors nous, c'est l'un des enjeux dans nos engagements d'entreprise à mission, en réduisant l'impact justement de notre impact carbone, c'est de former tous les collaborateurs. Dans les 2 ans, on veut former 100% des collaborateurs. Dessus, effectivement, je te rejoins, ce sera le mois. Je reviens de vacances et pendant les vacances, j'aime bien écrire. Et donc, j'ai écrit un billet sur aidez-moi à y voir plus vert. Ouais. Parce que j'ai envie d'avoir le maximum d'impact. Je suis pas un écolo né. Parce que d'ailleurs, qui est écolo dans ce qui nous a envoyé en image des politiques, je vois pas grand-chose d'écolo. Mais j'ai envie d'avoir de l'impact. Et finalement, on n'y comprend plus rien. Puisqu'on moralise tout le monde en permanence. Et finalement, faut plus faire de barbecue, faut pas utiliser sa voiture, faut pas regarder Netflix. Et il faut plus aller à la piscine parce que ça consomme du gaz. Enfin, c'est un truc de ma boule. Et je veux juste avoir des choses concrètes. On a fait des campagnes pour mesurer l'impact carbone de nos campagnes. Une grosse campagne avec de la vidéo. Globalement, c'est un chiffre qui recoupe avec ce que tu dis. Notre impact joue sur la diffusion du message, joue sur 9% de l'impact carbone. 91%, c'est le terminal. Et on n'a aucun accès au terminal. Si tu le mets en Wi-Fi, il consomme moins. Mais nous, on peut pas avoir d'accès dessus. Et en optimisant, on a réduit de 9% les 9%. Donc, ce qui fait que c'est bien, mais c'est peanuts au global. T'as pris ta part, mais voilà. J'ai pris ma part, voilà, c'est ça. Mais je te rejoins. En effet, on est assailli, je trouve, de messages moralisateurs, parfois énervés. Donc on sait plus trop quoi faire quand on a envie de bien faire. C'est ça le problème. Et on met sur le même plan le fait de se brosser les dents avec un truc solide et de pas prendre la bagnole et de pas prendre l'avion. Et on a l'impression que tout se vaut et on est paumé. Et nous, du coup, avec Newton Offices, on a rejoint un mouvement qui est la Convention des entreprises pour le climat, qui est notamment pour nous aider à y voir plus clair et pour donner un chemin, pour avoir vraiment un impact. Ça passe aussi par le bilan carbone qu'on a fait, mais on réalise qu'en fait, il faut tout faire. Faut trier, faut moins faire ci, plus ça. Mais on essaie, quand même de comprendre comme toi que tout ne se vaut pas et que ça serait bien de mettre un peu d'intelligence dans le débat, ce qui n'est pas encore vraiment le cas, quoi. Ah non. Et pour moi, ceux qui portent justement ce combat-là depuis des années contribuent plutôt à le pourrir. En fait, ça me fait penser en fait au début du Covid. On avait tous les spécialistes sur BFM. C'était dangereux, c'était pas dangereux. Il fallait se vacciner, il fallait pas se vacciner, il fallait des masques, il fallait pas de masques. Et au final, chacun est face à tout ça et tu sais plus trop. C'est ça. Et moi, je suis assez pragmatique et je suis prêt à tout faire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout faire. On a 130 collaborateurs qui sont engagés dans ce qu'on a appelé MG Green, qui se réunissent pour voir. Et donc j'ai un interlocuteur que je rencontre tous les mois pour justement voir comment on peut améliorer les choses, mais pareil, par petite touche pour changer les habitudes de chacun et pas être dans le fait de donner des leçons et de moraliser les gens, mais justement de contribuer. Moi, je crois beaucoup au fait que ça passe par l'entreprise. Nous, on réunit 450 personnes, 450 familles, et du coup, j'ose espérer que les bonnes pratiques se diffusent après chez elles. Et voilà, et c'est le meilleur moyen de le faire, puisque les gens croient plus trop à la religion, croient plus trop à la politique. Et donc, finalement, l'une des croyances qui reste encore, et en tout cas, le Covid a été pour moi une belle démonstration, c'est la croyance dans l'entreprise, que quels que soient les postes, on a vu que tout le monde s'était mobilisé à fond pour sauver sa boîte. Et finalement, pour moi, c'est le management de proximité, cette relation de proximité qui montre que le patron il est dans le même bateau que ses collabs et on avance ensemble. Et ces messages-là, quand ils sont diffusés, portés par l'entreprise, je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'impact. C'est mieux amené, on prend en compte les contraintes des gens, les contraintes de l'entreprise, et donc un message qui est plus cohérent, me semble-t-il. Je te rejoins tout à fait. Nous aussi, du coup, on devient société à mission un peu pour ces raisons-là. Je l'aurais peut-être pas fait il y a 10 ans. Mais avec la vraie prise de conscience qu'on a un rôle à jouer, on a une crédibilité. C'est important d'avoir des lanceurs d'alerte, mais c'est important d'avoir des entrepreneurs et des entreprises qui font vite. Pas à l'échelle
de projets validés par l'administration au bout de 10 ans, quoi. Donc, c'est plutôt plaisant, du coup, même, de conduire son entreprise comme ça. Du coup, j'ai pas pris qu'on parle de ça, mais c'était bien. Du coup, tu es à Rennes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Déjà, si on part de là, pourquoi est-ce que c'est un hasard? Est-ce que vous êtes né là? Et si c'est un hasard, pourquoi est-ce que vous y restez et pourquoi vous y êtes bien? Alors, c'est tout simple. Je suis né à Rennes. C'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. C'est le démarrage de ma carrière à Rennes. J'ai fait 20 ans au groupe Ouest France. Et puis, j'ai navigué à Quimper, à Saint-Nazaire, à Vannes. J'ai sorti un petit peu de la Bretagne. Et puis, pour finir ma carrière à Ouest France, à Rennes. Voilà. Et donc, j'ai racheté Mediavet, qui était basé à Rennes. Ouais. Et donc, c'est aussi simple que ça dans la genèse. Et puis, après, je suis très content d'être installé à Rennes et c'est plutôt un atout. Alors, c'est quoi ces forces de ce territoire? C'est à la fois il y a pas mal, pour moi, il y a pas mal d'atouts. Il y a le dynamisme de la ville. C'est-à-dire que nous, on n'aurait jamais pu avoir la même croissance en étant dans une ville moyenne en Bretagne ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu la ressource pour recruter. Il n'y aurait pas eu assez de collaborateurs. Vivier de talent. La taille fait que on est une ville, c'est une grande ville, mais qui reste très accessible. Ça peut faire 200 000 et 400 000 avec la métropole. Ouais. Parce qu'on aurait été dans une ville de 40 000 habitants, on était marrant. On n'aurait pas pu du tout avoir ce... Tu aurais recruté 100% des habitants, c'est pas possible. Voilà, c'était compliqué. Ouais. Il y a le tissu étudiant, qui est du coup... pareil, 60 000 étudiants, donc ça donne quand même un sacré pourcentage de nouveaux habitants. L'écosystème, moi j'aime beaucoup l'écosystème rennais. Comme on est installé sur 11 villes en France, ça me permet, je suis pas natif des autres villes, j'ai pas non plus les mêmes relations, mais je me suis investi beaucoup dans le lancement de toutes les villes et je trouve que beaucoup d'autres territoires sont très fermés et beaucoup dans l'entre-soi. Rennes, c'est très ouvert. Il n'y a pas du tout il y a une super solidarité entre tous les patrons. Moi, je connais bien tous les patrons, je m'entends bien avec chacun, on peut s'appeler facilement, personne n'a le boulard à essayer d'être complot. Il n'y a pas du tout perso. Et ça se manifeste par quoi? Par des clubs, par un MEDEF, par rien du tout? C'est comment ça marche? Par le MEDEF, il y a ce qu'on appelle l'UE35, qui est l'union. À Marseille, c'est l'UP. Voilà. Et par exemple, il y a un voyage avec entre 150 et 180 chefs d'entreprise qui partent tous les ans. Donc, on était au Canada, au Danemark, on a fait le Canada, on a fait l'Allemagne, on a fait Londres. Super ambiance. Il y a les politiques qui sont là. Il y a les banquiers, il y a tout l'écosystème et donc ça. C'est un élément qui a été très impactant parce que ça m'a permis de créer du lien avec chacun. Et en fait, après, ça se traduit alors par la dynamique dans l'écosystème d'événements organisés, même si là, je m'y investis moins. Mais en tout cas, c'est la facilité. On a pour créer 301 un appel du patron d'HelloWork qui me dit « Tiens, Olivier, est-ce que ton projet d'école digitale de la Nouvelle Chance, t'as prévu de la développer ?» Je dis « Bah oui, je suis en train de travailler dessus. » Puis sache que moi, ça m'intéresse. Si tu veux développer ça, je veux bien être actionnaire. Et je lui dis, écoute, moi, je voudrais un truc qui embarque un peu plus le territoire. Et je lui dis, il faut qu'on en trouve au moins un troisième. Et je lui parle de Mathieu Boucher de Klaxoon. Il me dit, écoute, je le connais pas, mais je trouve que ce serait pas mal. J'envoie un SMS à Mathieu. Il me répond 5 minutes après, OK, Olivier, tu peux compter sur moi. On a fait une semaine après, on s'est réunis. Et on a lancé 301 qui va former cette année 250 élèves. Et voilà, j'aime bien aller vite et j'aime bien ce genre de choses, pas prise de tête. Et pourtant, on a des collaborateurs qui passent d'une boîte à l'autre, on a tout ce genre de choses. Mais ça pourrait être complexe, mais. Et non, enfin, on s'appelle, on dit tiens, j'ai un salarié de chez toi qui a candidaté chez nous. Ça passe, c'est un peu dans toutes les boîtes. Et je trouve que les gens sont sains et c'est agréable. Et finalement, même le côté politique. J'aime pas faire de la politique, je rentre pas dedans. Je trouve que dans le territoire, il y a d'abord l'intérêt du territoire et donc là, il n'y a plus de droite, plus de gauche. C'est l'intérêt du territoire qui prévaut. Moi, c'est un député de droite qui m'a présenté les sénateurs de gauche. Voilà, ça m'a permis de créer mon tissu relationnel et voilà, après, à moi mais on peut appeler facilement la taille de la ville fait aussi que c'est plus facile. Mais on peut assez facilement avoir des réponses.
Voilà, j'aime beaucoup ça parce que ça favorise. Et après, je pense que c'est pas que rennais, c'est un peu breton aussi. Alors ça doit être d'autres territoires, mais la Bretagne est quand même un territoire d'entrepreneurs par son histoire. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Il n'y a pas la politique politicienne qu'il doit y avoir sur d'autres sujets, mais quand c'est l'entreprise, on rigole pas. Ça marche. C'est l'entreprise qui crée les emplois, qui contribue à l'augmentation du pouvoir d'achat des habitants, et donc c'est nécessaire pour qu'une municipalité fonctionne bien. Donc ça veut dire que le politique local a une culture économique suffisante pour favoriser le développement de l'entreprise. Je trouve. C'est vrai à la région, c'est vrai, le département, c'est pas le sujet, mais c'est vrai sur la métropole. On peut expliquer nos contraintes. Je pense qu'il y a beaucoup de patrons qui pourront confirmer la même chose. Et il y a un système administratif local, donc c'est une métropole qui fonctionne. C'est ça. Quand tu appelles le président de la métropole, il a un impact sur ses services. Alors, tu l'appelles pas lui, mais elle. Qui faut. Mais en tout cas, derrière, ça déroule. Mais c'est vrai sur la région. Moi, j'ai eu un coup de chaud à un moment donné sur les passages de croissance. Et franchement, en une semaine, j'ai eu une aide financière, un prêt à taux zéro, qui m'a été octroyé en une semaine. C'est un truc de ma boule. Alors, pour ceux qui ne regardent pas sur YouTube et qui n'ont que la voix, Olivier, on va casser un cliché, est obligé de se déplacer parce qu'il a trop de soleil. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Donc, il fait beau. En plus, voilà, dans les atouts de la Bretagne, il fait beau. Voilà. C'est histoire vraie, je vis en direct. Voilà. Et on est en hiver. Voilà, pour préciser aussi pour ceux qui écoutent. Non, en février, Voilà, plus tard. Ce que tu disais aussi sur le premier point intéressant sur les talents, c'est-à-dire il suffit pas d'avoir des étudiants, faut qu'ils soient bons, faut que les formations elles soient professionnalisantes et vous correspondent. Donc j'imagine que là aussi ça match. Alors il y a beaucoup alors ça match pas sur nos métiers parce qu'on recrute vraiment des experts avec un haut niveau d'expertise. D'accord. Beaucoup de gens se sont lancés dans des formations sur le digital. Mais globalement, on mettait 1 an à peu près à faire monter un collaborateur. Par contre, peut-être dans une ville étudiante, ça permet d'avoir un vivier de gens qui souhaitent se former et qui souhaitent monter. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que 301 se décolle bien, c'est que là, on a lancé une prépa digitale, un bachelor, un master. Et donc finalement, on va attaquer les formations post-bac. Ça nous permet derrière d'accompagner tout au long et d'avoir vraiment une formation ultra impactante et ultra adaptée aux besoins du territoire. Parce que c'est une entreprise, on parle souvent des entreprises qui vont s'installer en Inde, par exemple, pour les métiers informatiques. Il y a le prix de la main-d'œuvre, mais il y a avant tout des grosses écoles, et du coup, ils viennent se brancher à la sortie des écoles pour pouvoir recruter ces élèves. Et donc, si un territoire veut être fort dans le futur, il est nécessaire d'avoir un niveau scolaire ou un niveau d'école suffisamment forte pour répondre à tous ces besoins-là. Sinon, les entreprises, à un moment, mécaniquement, elles vont aller ouvrir des bureaux ailleurs. Donc aujourd'hui, tu ne recréerais pas MB Group ailleurs. C'est pas juste parce que tu es né là, mais quelque part, tu as retrouvé dans cet écosystème beaucoup de choses qui te correspondaient. Et tu as un ancrage tel aujourd'hui que... Voilà, il y a le sentiment de fierté, et puis un élément auquel je suis attaché, à Rennes ou ailleurs, c'est finalement le digital, il est trop réduit en France, à Paris. On a l'impression, côté parisien, on a l'impression que en dehors du périphérique, il n'y a pas de digital. Extramuros. Extramuros. Et on travaille avec Google, avec Facebook, avec HubSpot, LinkedIn, les grosses boîtes. Ils voient nos volumes de business, ils voient transiter les factures. Quand ils arrivent dans nos locaux, on a l'impression qu'ils pensaient arriver dans une grange avec des Minitel. C'est dingue. Ils s'imaginent pas que ça puisse exister, quoi. Et je lutte contre ça parce que je trouve que ça donne une image vraiment. Quand on voit les Français sont sans arrêt en train de se dire, on existe en dehors de Paris. Ça existe à fond dans tous les domaines et encore peut-être plus dans le côté pub digital. Les termes anglo-saxons, c'est le summum sur à peu près tout. Et voilà. Et donc je suis assez fier de ça, de se dire, regardez donc ce qu'on a construit dans une entreprise qui est en dehors de Paris.
Bah ouais, et c'est pour ça qu'Extramuros existe, parce que j'en avais marre justement qu'il y ait cette image-là, en fait cette non-image, quoi, cette méconnaissance totale de ce qui peut exister en dehors de Paris, même sur des thématiques digitales. Voilà. Mais nous aussi, on est né à Marseille, on a créé un groupe qui est un des leaders en France, et parfois t'as l'impression que comme on n'est pas à Paris, ça imprime pas, quoi. Mais c'est bizarre. Et donc, tu es partout ailleurs et tu as pu donc dans d'autres territoires, dans d'autres villes. Un des atouts, j'imagine, c'est quand même cette proximité de vos clients aussi. On peut pas tout faire depuis Rennes, on peut pas tout faire depuis Paris non plus. Non, la présence effectivement en proximité, elle permet. C'est plus facile de bâtir une stratégie digitale. Là, pareil, c'est raconter un peu la messe que de se dire maintenant on peut tout faire en visio. C'est ça, le contact humain et on peut la visio, on en fait beaucoup. Ça facilite maintenant plutôt que de se taper des déplacements qui étaient inutiles. Tout le monde gagne du temps et on avait nos clients qui freinaient un peu là-dessus spontanément. Mais effectivement, cette proximité permet justement de mieux connaître les clients, d'aller dans l'entreprise. Donc c'est aussi renifler l'entreprise, renifler justement ce qu'il en ressort. Tout ça, ça doit être utilisé après pour bâtir la stratégie. C'est un élément. Et puis après, l'autre élément, c'est des entreprises lyonnaises, elles sont aussi fières de créer des emplois à Lyon. Et donc finalement, plus notre agence lyonnaise se développe, finalement, c'est pas des emplois à Rennes qui vont créer, et c'est des emplois aussi à Lyon. Et donc ça fait aussi entreprise locale. Voilà. Et puis cette diversité-là de différentes présences, c'est aussi je travaille beaucoup la diversité dans l'entreprise et la diversité géographique, elle est tout aussi intéressante puisqu'elle nous fait aussi grandir et prendre des problématiques. Et quand on est à proximité de nos clients, c'est pas les mêmes villes à Lyon, c'est pas les mêmes départements. Il y a tout un tas de choses qu'on connaît pas forcément de Rennes. Et donc quand on est sur Lyon, on fait pas les mêmes conneries face à un client lyonnais ou strasbourgeois pour parler des contraintes locales. Ouais, parce que tu sens des particularités dans chaque territoire. C'est ça. Comme à Marseille, ça va pas être la même chose. Non. Voilà. Mais c'est pas pire. Alors, non, je te confirme parce que j'ai mon fils qui est en études. J'ai mon fils qui est en études à Marseille, mais je t'avouerai que quand il nous a annoncé Marseille, il y avait Bordeaux ou Marseille, on a fait et puis il y a Kedge et on a été le voir. Des Calanques. Voilà, on a été le voir en novembre. Et on a passé une super semaine et pas du tout l'image qui est diffusée dans les médias. On était sur le Vieux-Port, j'ai pas eu le sentiment d'être en insécurité, la ville n'était pas crade, c'est pas on a passé vraiment une très très belle semaine et c'est une ville qui est super agréable à vivre et beaucoup plus propre que Paris. Ouais, je précise que je n'ai pas payé Olivier pour dire tout ça. Et t'as pas l'accent marseillais par contre. Alors, ce soir, il y a un match. Ce soir, je l'aurai, je pense. Mais tout le monde l'a pas. Ça aussi, c'est un cliché. Marseille, c'est une ville de brassage. Il y a plein d'accents. Moi, j'ai quand même un accent marseillais, mais c'est un accent marseillais. Il n'y en a pas qu'un. Et c'est pas toujours notre amie poissonnière qui est interviewée le soir du JT de 20h. Voilà. Ça aussi, c'est, bon. Mais ils sont beaux, ces accents. Il faut pas, eux aussi, ils me plaisent bien. Mais bon. La question que j'allais te poser, c'est, vous êtes arrivé dans ces villes par croissance externe ou pas? Est-ce que vous en faites? Est-ce que ça a accompagné votre croissance? Alors, on a d'abord démarré par de la croissance organique et la volonté justement de devenir le premier réseau d'agences web marketing en France. Et je voulais, en fait, la genèse, c'était d'ouvrir partout la France, labelliser une ville en French Tech. Et puis en fait, après, ils en ont labellisé beaucoup. Ils sont descendus à des villes moyennes. Dur à suivre, oui. Voilà, donc je suis resté sur les métropoles. Et puis après, ça nous guide sur les projets de croissance externe avec une double vision, c'est de se dire est-ce que ça nous renforce sur une zone sur laquelle on n'est pas? Alors, est-ce que ça nous renforce sur une zone sur laquelle on est? Finalement, ça nous en crée une nouvelle. Ou est-ce que ça nous rajoute un métier complémentaire à tout le parcours client qu'on veut adresser? Et donc, typiquement, on a racheté l'agence Tribu à Lille. On n'était pas à Lille. On n'était pas totalement dans la com social media. Et donc, on cochait 2 cases d'un coup. Et donc, ça nous permet, un an après, à Youmens, de recruter un commercial Youmens dans les locaux de Tribu. Et au fur et à mesure, toutes les filiales vont suivre selon leur évolution et leur plan d'action. Et
En préparant cet épisode, tu me disais c'est pas juste des critères d'EBITDA ou de chiffre d'affaires ou juste de territoire. C'est qu'en plus, il y a un fit nécessaire avec la culture en amont et avec le fondateur. C'est un prérequis. Voilà. C'est-à-dire que moi, je vais travailler avec eux, on va être associés, on va travailler ensemble, et l'humain est au cœur. Et donc, sinon on dit le financier est au cœur. Voilà, mais c'est pas la même histoire. Mais moi, je vais travailler avec eux, c'est moi qui vais les animer. Et donc, tout va bien dans ma vie. Donc, j'ai juste envie de continuer à ce que ça aille bien. J'ai pas envie de me prendre la tête. Ouais. Et donc, voilà, et quand on est beaucoup sollicité pour des projets de croissance externe. Et souvent, dès les 2-3 premières phrases, on sait pas si on va y aller, mais on sait qu'on n'ira pas, par contre. C'est rédhibitoire. Parce qu'après, c'est l'histoire humaine que moi je vais vivre déjà direct avec eux. Et toute la cohésion qu'on va avoir entre les patrons de filiales, l'agence filiale. Et puis après, c'est de la culture des collabs. C'est-à-dire que moi, je veux pas un groupe on est un groupe multi-société, mais on a une seule et même culture. Ouais. En gros, le noyau dur est parti de Rennes. On a créé des filiales. Et après, on a racheté des entreprises ailleurs. Mais on arrive à la même culture quand elles sont pas très loin. On arrive à faire la même chose et finalement, qu'ils soient dans une ville ou dans une autre, ça change rien. On a ce socle commun qui est pour moi fondamental dans le travail. Alors du coup, ça m'amène à 2 questions. C'est comment tu t'organises, toi, en ayant 11 filiales, ça m'intéresse en tant que chef d'entreprise. Et 2, puisque tu viens de parler de culture, comment tu fais en intégrant tes boîtes pour avoir une seule et même culture et autant de salariés. Donc c'est 2 sujets qui peuvent prendre 1 heure chacun, mais les 2 m'intéressent. Comment je fais avec les 11 Donc d'abord, j'ai un DG dans chaque filiale qui s'appuie globalement dans la même organisation sur 2 piliers, une équipe, un directeur commercial et un directeur des expertises. Ouais. Toutes les équipes support sont centralisées, donc elles sont à Rennes, où on a capital humain, DAF, DSI, Dev, Marketing Com. J'anime moi toutes les équipes support et j'anime les patrons. Donc je cherche des gens avec qui ça fit bien, avec qui on est en confiance, on avance je suis pas en train de manager des collaborateurs de base, donc les filiales sont bien lancées, on a des codires tous les trimestres. Là, ils sont très autonomes, chacun prenne bien sa place. Voilà, mais avec comme on a le socle commun, on est bien dans ce socle et dans ce cadre. Et par contre, j'accompagne beaucoup plus les nouvelles filiales. C'est moi je suis accompagné un peu pour le rachat, mais je suis dès le début du projet. C'est moi qui valide, c'est moi qui rachète, c'est moi qui accompagne, c'est moi qui intègre. Avec la limite un peu d'exercice, parce que le groupe se développe. Mais je vais aller jusqu'au bout, et donc ce qui facilite quand même la capacité d'intégration. C'est plus facile quand on est patron après de se caler. Je suis dans la filiale, je mets en relation la personne que j'ai en face avec la personne du siège. Voilà, et ça déroule assez vite. Et donc les équipes support sont très habituées maintenant à intégrer. On a la partie intégration des équipes support est aujourd'hui assez confortable et on a des coups de chaud. On a eu un petit coup de chaud là en fin d'année parce qu'on y en a eu pas mal d'un coup. Il y avait un peu des deadlines quand on est au social. Les bulletins de salaire, ils doivent sortir au 31 décembre. Les changements mutuels, ils doivent s'opérer avant le 1er janvier. Il y a pas mal de choses, mais voilà, dès le mois de janvier, il y a beaucoup de choses passées et aujourd'hui, on a plutôt des collaborateurs et des managers qui sont plutôt friands de ça. Il n'en faut pas 50 par mois, mais en tout cas, d'avoir des nouveaux projets, ça galvanise aussi un peu tout le monde. En tout cas, les gens qui sont chez nous sont intéressés par ça. Ça les fait grandir. Ma directrice du capital humain, elle a démarré chez Mediaveil à l'époque. On était 11 comme commercial. Elle a évolué après comme directrice commerciale de Mediaveil. C'est moi qui lui ai proposé de devenir directrice du capital humain de 100 personnes. Et aujourd'hui, elle en a 450. Elle a aucune formation RH. Elle s'éclate à bloc. Et voilà, ça fait partie un peu des évolutions qu'un groupe en évolution peut proposer, justement, des opportunités que à la fois le groupe crée et que les gens saisissent parce qu'ils sont aussi au rendez-vous. Ouais. Je note que vous appelez ça capital humain, du coup, et pas ressources humaines. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que la ressource s'épuise et le capital se développe. Ouais, pas mal. Et blague à part, son métier n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les DRH, où justement, comme elle n'est pas du tout de formation sociale,
Je veux pas du tout qu'elle aille sur cet aspect-là, mais elle passe son temps à accompagner les managers, les patrons de filiales. Donc c'est 70% de son temps en entretien à accompagner les gens, à les faire grandir. Ouais. Voilà. Donc rien à voir, elle contrôle pas les bulletins de salaire, elle s'occupe pas de tout cet aspect-là. C'est dans son équipe, mais elle a des gens qui s'en occupent, mais on veut pas, et elle le ferait pas bien d'ailleurs, qu'elle aille sur ces sujets-là. Je discute avec d'autres chefs d'entreprise qui sont revenus à l'ancien terme qui est la direction du personnel. Et en fait, on gère des personnes. Et du coup, on est revenu à ce terme-là. On a lâché le RH. Voilà. Donc c'est pour ça que j'étais intéressé, toi, par la façon dont vous le qualifiez, vous, de votre côté. Et du coup, pour revenir à cette... après, on était sur la culture, du coup. La culture, ça passe par des événements aussi, ça passe par des valeurs formalisées. Comment vous avez fait? Ça passe d'abord par des outils communs. Donc c'est aussi l'un des gros chantiers, c'est que on s'est beaucoup inspiré du Danemark. Notre projet social s'appelle Dream Danemark, sur lequel on a été sur la semaine des 4 jours. On a fait l'entreprise à la carte pour les collaborateurs. Ils choisissent leur nombre de RTT, ils choisissent leurs horaires. C'est pas Club Med, tout est bien formalisé. Ouais, alors attends, on va en parler. Alors là aussi, on a fait un gros épisode sur la semaine des 4 jours avec un des ambassadeurs de ce mouvement qui est Laurent de la Clergerie. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je vous invite à aller écouter après avoir fini cet épisode-là, d'aller écouter Laurent. Vous y êtes passé, vous? Ouais, depuis à 4 jours. Ceux qui veulent. D'accord. Et ça donne quoi alors la répartition? Ça donne pas beaucoup au global, paradoxalement. Ouais. Alors ce qui est très intéressant, alors nous les gens peuvent faire. J'ai arraché, ils avaient 21 RTT ou 21 RTT. On leur a proposé 21 RTT, ils travaillent 39 heures par semaine. De choisir soit de garder ça, soit de descendre à 37 heures par semaine avec 12 RTT, soit de venir à 35 heures sans RTT. Et si vous êtes à 35 heures, ils peuvent faire leurs 35 heures en 4 jours. Ce qui fait des journées. Ça fait des grosses journées. 8h45. Ben c'était le point de Laurent de la Clergerie qui, du coup, lui, est passé à 32. Alors, carrément, il a dit si je fais sur 4 jours et que je veux qu'il le soir, il soit à la maison. Pour éviter qu'en fait, si tu habites à 1 heure de ton lieu de travail, 4 jours de la semaine, tu arrives à 20h30 et certes, tu as gagné un jour dans ta semaine, mais... Alors, et en fait, ce qui est intéressant, donc on a proposé le choix des horaires, le choix des RTT, de racheter des RTT. Souvent, les médias parlaient aussi que les gens voulaient gagner en pouvoir d'achat. Et ça donne un cas. Donc, on a très peu de personnes. Il y a 8 personnes on était 300 qu'on a lancé. 8 personnes qui ont pris la semaine des 4 jours, 8 qui ont demandé à être achetés des RTT, et sur les 8 qui ont choisi la semaine des 4 jours, ils ont tous plus de 40 ans. Et en fait, pour moi, des enfants plus très jeunes, quoi, du coup, ou pas d'enfants. Je pense que c'est plutôt culturel. Toute ma génération, son équilibre perso, vie familiale, vie pro, on le fait sur l'année. Vous dites, est-ce que j'ai une vie qui est sympa, je pars en vacances, je profite de mes week-ends, ça me va plutôt bien. Que moi, j'ai pas de vie sociale le soir, globalement, parce que je charbonne toute la journée. Ouais. La nouvelle génération, elle a plutôt envie, finalement, de démarrer un peu plus tôt, finir à 17h, aller faire un peu de sport, boire une tasse le soir et finalement avoir une vie sociale sur la journée. Ouais. Leur équilibre, ils ont un prisme de temps, de temporalité qui est beaucoup plus court que le nôtre. Et voilà. Et moi, il n'y a pas de sujet. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, le constat, c'est que finalement, le droit du travail, il a été créé après la guerre. Ouais. Donc c'était il y a 70 ans. Et il dit globalement tout le monde la même chose. Sauf que moi, j'ai démarré à 19 ans. Et à 19 ans, on n'a pas les mêmes envies qu'à 50. Et donc, quand j'ai démarré, j'avais un petit salaire, j'avais envie de charbonner. Donc, je bossais à fond le soir, je bossais le week-end. Voilà, pour que mon salaire monte le plus vite possible. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu envie d'avoir un peu plus de temps. Quand j'ai construit ma maison, j'ai eu besoin d'avoir un peu plus d'argent. Et quand mes enfants sont partis à la cinquantaine, finalement, j'ai à nouveau plus de temps. Et donc là, je peux me réinvestir un peu plus finalement dans ma boîte parce que c'est ça qui m'intéresse. Et finalement, nos envies changent. Sauf que le droit du travail, il dit pas ça. Il dit tout le monde travaille. Et je pense pour vous et je pense que c'est bien pour vous. Donc, et moi, je peux pas imaginer ça. Comme sur le débat des retraites, je me dis, qu'est-ce qu'on s'emmerde? On proposerait, on dirait, voilà, si vous voulez une retraite à taux plein, il faut 43 ans. Et par contre, vous pourrez partir plus tôt. Si vous partez à 42, vous aurez 90% du montant et 80% si vous partez à 40. Et puis chacun choisit son critère. Et nous, on a mis sur la table tout ce que les gens voulaient choisir.
Et bien, du coup, ils choisissent. Et puis, je suis pas en train de juger si c'est bien, si c'est pas bien. C'est un contrat d'1 an. L'année d'après, ils veulent changer, ben ils changent. Et pas de problème. Et ça correspond finalement au cycle de chacun. Et je trouve que c'est 10 fois plus simple. Donc, ça a été super bien reçu. On a pris une après-midi à expliquer à tout le monde. On a fait un fichier Excel. Chacun s'est inscrit dedans. Il fallait se caler en binôme. On s'est beaucoup inspiré on a été au Danemark et on a passé une semaine, tous les membres du CODIR, pour revenir avec beaucoup de bonnes pratiques, mais qui sont que du bon sens. Et ça n'a pas été du tout un sujet. C'était super confortable à faire. Voilà, c'est super bien perçu par les collabs de pouvoir y avoir accès selon leurs différents besoins. Je te rejoins, sans faire le vieux con, hein, je pense que la génération qui arrive sur le marché du travail, qui a plutôt la vingtaine, a une perception du temps qui est un peu différente de ceux qui ont 10, 15, 20 ans de plus, qui se projettent un peu plus à moyen terme, et tandis que cette nouvelle génération est un peu plus court-termiste, sans une fois de plus que ce soit bien ou mal. Mais si tu lui dis dans 3 ans tu seras là, je pense que ça leur parle moins que quand à toi ou à moi on nous a dit ça quand on a débuté notre carrière, quoi. Sur la marque employeur, quand on s'est fait accompagner il y a 5 ans, on nous a expliqué un jeune collaborateur qui rentre dans une entreprise, quelle que soit la qualité de l'entreprise, quelle que soit la qualité de son manager, au bout de 2 ans, il voudra partir. Parce qu'il a besoin d'aller voir ailleurs. Votre enjeu, c'est que les 24 mois se transforment en 26, en 28, en 30. Mais c'est de temps en temps, vous allez en avoir qui vont faire 4-5 ans. Et si c'est le premier job, 2 ans. Et donc, soyez pas frustrés, ça fait partie. C'est comme ça. Génération Zapper, ça consomme de plus en plus vite. Il y aura des effets de bord. Encore une fois, c'est pas que c'est bien ou pas bien. Est-ce que moi, j'ai pas la capacité à changer le monde. Je m'adapte à tout ça. Je prends ces éléments-là en compte et on bâtit la stratégie par rapport à ça. T'as ramené d'autres choses du Danemark ? Oui, beaucoup sur les méthodes du travail, de locaux. On s'est beaucoup inspiré sur les locaux, du bois, du blanc, des plantes, le son, la lumière, le bien-être, c'est aussi tout ça. Le bien-être, le premier élément à retenir, souvent il y a eu la mode des happiness managers, Babyfoot et compagnie. Eux expliquent dans je sais plus comment ça s'appelle, le syndicat du bien-être danois, l'Institut du bien-être, 80% du bien-être, pour couvrir 80% du bien-être, il faut être bon dans son job. Et il faut être bien organisé dans une boîte bien organisée. Si déjà on a ça, on couvre 80%. C'est assez, beaucoup d'entreprises se sont dit, je mets un baby, puis les gens vont être bien. Et si t'es en vrac, que tu délivres mal, t'as ton client sur le dos, t'as ton manager qui t'expose la tronche, tu peux aller faire ta partie de baby, tu vas pas être bien. Exactement. L'inverse est vrai. Moi, j'aime bien la pyramide de Maslow que certains ont dû connaître. C'est, si t'as pas la base de la pyramide, c'est-à-dire être certain que tu vas être payé à la fin du mois, être certain que tu vas manger, être certain déjà d'avoir des fonctions vitales. Si derrière tu te sens pas bon dans ta boîte, si derrière, même si t'es bon, t'as pas l'impression d'être intégré par le collectif de cette boîte, et si malgré tout ça, tu t'as pas la vision d'une boîte qui t'embarque un peu, ben voilà, tu n'iras pas vraiment bien dans cette boîte-là. Et pour être vraiment bien, il faut la totalité. On appelle, nous, ce que je présente à tous les nouveaux collaborateurs, c'est le losange Smart Family. Il y a 4 piliers qui doivent tenir en équilibre. Donc, c'est les contraintes aussi du chef d'entreprise, c'est où je mets les moyens. D'abord, comme tu l'as dit, et les gens l'oublient, il faut que l'entreprise soit pérenne. Voilà. Qu'elle soit performante économiquement, qu'elle ait une vision, qu'elle soit pérenne, donc qu'elle paye à la fin du mois. Les gens qui ont connu une boîte qui était posé le bilan, qui était en redressement, ils ont connu du stress, souvent des burn-out à cause de ça. Tu as tout le programme capital humain, qui est, je peux avoir un niveau de salaire élevé, mais si je suis jamais augmenté, j'ai pas de reconnaissance. C'est pas juste le compliment qu'il va faire. Est-ce qu'on va investir sur moi sur la formation? Est-ce que je vais avoir des primes? Est-ce que j'ai un certain nombre d'avantages? Il y a la partie bien-être avec la qualité des locaux, la qualité d'avoir le bon ordinateur, avoir les bons logiciels pour travailler, l'esprit d'équipe, la cohésion d'équipe, et puis après le management. Si tu as un manager qui est malveillant,
Si tu as un manager pour 20 personnes, bah, tu vas pas monter en compétences. Et, voilà. Et c'est ces 4 éléments-là qu'on essaye de jongler. Je sais que j'aimerais bien augmenter encore plus les salaires, mais si je vous mets dans un hangar, tu auras un gros salaire, mais tu es dans un hangar où il n'y a pas de fenêtre, tu vas pas avoir les bonnes conditions pour bosser. Si tu as un manager qui a un gros compte, s'il y en a un pour 50 personnes, bah, tu vas me dire, j'ai pas de réponse à mes mails. Et du coup, tu vas pas pouvoir avancer. Donc, c'est cet équilibre-là que, moi, je trouve moi, j'ai pas fait de grandes études, mais même quand on a fait bac+5, on n'a pas forcément de culture économique en France. Et ça, moi, c'est l'un des plus grands regrets que je vois. C'est tellement plus simple quand les gens comprennent les bases, sans être un économiste, mais juste les bases, comment marche une entreprise. Mais encore une fois, ce qui est diffusé par nos politiques dans les médias, c'est juste à l'ouest. Il y a des inepties qui sont diffusées tous les jours. Et le Français lambda, il peut pas... c'est compliqué d'y voir clair quand on n'a pas accès à ça, quoi. Quand toi tu dis à l'ouest, en plus, tu sais de quoi tu parles. Je rebondis sur le sujet du baby-foot parce que nous, avec Newton Offices, on est des spécialistes du coworking et des bureaux opérés. Et bien souvent, les premières fois que je montrais des journalistes nos espaces, on disait, mais il est où le baby-foot? Comme si vraiment, on avait loupé un truc. Et j'avais à peu près la même réponse que toi. J'ai dit, mais c'est avant tout un lieu de travail. Et pour être bien au boulot, ça passe par beaucoup d'autres choses que le baby. Nous, le problème, c'est qu'à l'époque, on était petits, donc on avait des petits locaux. Le baby, il allait faire du bruit. Et pour être bon au boulot la journée, il y a des moments où il faut être juste avoir une acoustique qui est bonne et être concentré. Il y a des moments où il faut discuter, mais c'est pas pour entendre les copains qui gueulent parce qu'il y en a un qui vient de faire une gamelle au baby, quoi. Et ça, du coup, ça a toujours été un cliché et un élément de discussion. Et du coup, nous, on fait très attention à l'acoustique partout. On fait très attention à la lumière aussi. Et comme on fait très attention à l'écologie, tu évoquais les matériaux, on fait gaffe aussi à ce qu'on atteigne ces objectifs-là avec des matériaux les plus locaux possibles. Voilà, donc, c'est pour ça que la peinture du Digital Park, elle est faite à base d'algues. Ah, voilà. On a la seule moquette qui est recyclable. On a fait attention à tous ces éléments-là. Voilà. Filet de pêche peut-être aussi. Il y a des moquettes qui sont faites à partir de filets de pêche. Peut-être. Je crois pas que la nôtre le soit, mais. C'est pas des. Ouais. Mais pareil, nous on a des moquettes françaises, recyclées, recyclables, et c'est hyper important. Tu parlais d'outils pour uniformiser les process et la culture d'entreprise. Vous utilisez quoi? Alors on travaille, nous l'outil, alors on a le même outil de téléphonie pour tout le monde, 3CX. On travaille avec toute la suite Google et avec Asana. D'accord. Alors Google, je visualise les drives, ce qui a même remplacé Excel, Word, PowerPoint, peut-être tout ça. Vous avez qu'à garder les deux, d'accord? Mais par contre, on héberge et tout ce qui est collaboratif, c'est sur la suite Google. Là. Mm-hmm. Asana, c'est un outil de gestion de projet qui permet derrière, un peu comme Trello, mais donc on a diffusé à tous les collabs et qui permet à chacun des acteurs, quelle que soit la filière, quelle que soit la zone géographique, de savoir ce qui se passe finalement sur un dossier qu'on n'a pas à rappeler pour dire tiens. Pour info, il y a ça, il le voit passer directement dans la messagerie qui est intégrée, il est notifié quand il est concerné et il voit l'avancée des tâches. Donc c'est uniquement pour vos salariés à vous ou aussi le client qui veut avoir son projet qui avance? Alors on a du coup tous nos projets clients. Alors on organise aussi beaucoup la communication, c'est-à-dire que on travaille sur chat quand on veut une info instantanée ou un truc pas important. Donc on a des salons et les salons on va déconner ou selon les centres d'intérêt par filiale. Donc, on a Asana, tout ce qui concerne les projets clients ou les projets en interne. Mm-hmm. Et le Asana, on peut l'ouvrir à des clients. D'accord. On l'impose pas, mais par contre, quand ils ont besoin que ce soit organisé, on va pouvoir leur mettre à dispo pour leur apporter la visibilité. Et du coup, le mail, ce qui nous a permis de réduire, diviser à peu près par 2,5 le nombre de mails. Le mail, il est à destination de l'extérieur. Ce qui fait que finalement tu as moins de charge mentale, tu as moins de pollution digitale, tu coches pas mal de cases au total. D'ailleurs nous on a vidé nos boîtes mail de Google pour économiser des serveurs et l'énergie. Et du coup le chat c'est Google ou c'est Slack que vous pouvez interconnecter? C'est Google. OK. Bon, nous on a un peu Google, on n'a pas Asana mais on a pas mal sur Slack et Google nous aussi.
Voilà. Et puis du coup, il y a des cérémonies annuelles, des séminaires où vous rassemblez tout le monde. Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Ah ouais. On en fait un par an au niveau groupe. Et puis après, selon les thématiques, on a le séminaire après de la partie business, on a les séminaires par pôle, on a des séminaires par filiale. Ça fait partie. On a des déjeuners tous les mois pour les équipes d'expertise. Ça fait partie un peu des fondamentaux humains, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer par les déjeuners. Moi, j'ai moi-même tous les trimestres un pitch auprès des collabs que je fais maintenant en visio, qui est multidiffusé à tous les collabs pour leur donner un peu l'avancement de la feuille de route, les difficultés qu'on rencontre, une visibilité sur les projets. Et j'ai un déjeuner tous les trimestres avec des collaborateurs. Donc, le déjeuner s'appelle l'addition, c'est pour le boss. Et donc, c'est eux qui choisissent le resto, du coup, ou pas? C'est moi qui paye le resto. Ouais. Non, mais c'est eux qui choisissent? Non, on organise. Et du coup, il y a l'heure du jour. J'ai pas d'heure du jour. Je réponds à toutes leurs questions. Et donc, il y a un collaborateur, en gros, par filiale, par pôle, une petite douzaine. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre sans filtre, sans intermédiaire aux sujets qu'ils peuvent avoir au quotidien. Ouais. Et là, il faut dire la vérité, et être transparent. Voilà. Nous, c'est vraiment l'un des éléments. Moi, je suis un peu bavard. J'ai tendance assez vite à confier même les choses. Mais par exemple, et je suis content de le faire parce que finalement, c'est un gage de confiance et ils le rendent bien. Quand j'ai obtenu le terrain là sur Rennes. J'ai présenté, avant même, j'ai présenté un projet à tous les collaborateurs. J'ai pris l'Apple Park pour dire que voilà en gros ce que je voulais faire sur Rennes. Et on avait un timing qui était ultra serré, sachant qu'on savait pas qu'il allait y avoir le Covid. À un mois près, entre l'endroit où on était en location et l'emménagement. Il fallait pas qu'on soit attaqué. Il fallait que tout se déroule bien. Et je leur ai présenté 3 ans avant le projet, globalement le projet, en leur demandant de pas en parler du tout. Et personne, on était 250 à l'époque, personne n'en a parlé. Sorti. Du tout. Wow. Et après, j'aurais dit là maintenant, vous pouvez partager ça. Voilà, et puis ça s'est fait. Et je pense que pareil, moi je crois beaucoup en l'humain quand on prend le temps de lui expliquer, quand on prend le temps de s'écouter. Parce qu'il n'existe plus beaucoup dans la société d'expliquer les choses, de communiquer. Dès qu'on a un problème, finalement, quel que soit le problème, c'est souvent un problème de com. C'est moi qui n'ai pas été bon, c'est moi qui n'ai pas bien dit le truc. Voilà, et je passe beaucoup de mon temps à radoter, entre guillemets. Ouais. Voilà, mais à prendre le temps d'expliquer. Et si la personne, si on a les mêmes valeurs, qu'on a les mêmes, qu'on est câblé pareil, globalement, les gens, on a le droit de pas être d'accord, mais ils comprennent pourquoi. Et donc, ils ont l'explication. Et ça facilite quand même grandement les choses. Et en tant qu'expert du digital, tu communiques en live. Voilà, tu vas voir les gens et tu leur parles. C'est plus simple. C'est pas mal. Ouais. Tu prends le téléphone, non mais c'est quand ils sont sur place, oui, tu descends les voir. Enfin voilà, tu prends quelques minutes. Ça évite. Ça évite une réunion après ou des pertes de temps. Non mais ça évite. Toi, je vois tous les mois, je passe 5 heures par mois dans mon agenda pour accueillir les nouveaux collabs. Sur 2 pitchs que je fais, qui durent 2h30, je prends le temps de me présenter mon parcours, l'histoire du groupe et les valeurs. Et puis un autre sur la politique de rémunération, qu'aucune entreprise ne présente. Et en détail, en expliquant les contraintes économiques, le losange par famille dont je te parlais. Ouais. Moi, je ne veux pas forcément travailler avec eux, mais ils m'ont entendu pendant 5 heures. Ils savent pour qui ils vont bosser, ça leur donne du sens. Ça, ils disent, tiens, le patron, il a l'air d'être à peu près cohérent. Et je leur diffuse un certain nombre de choses. Et j'ai beaucoup de patrons à me dire, mais putain, tu perds du temps à faire ça, comment t'arrives? Je dis, non, mais si je dis que mon premier capital de l'entreprise, c'est l'humain, nous on est une boîte de service. Donc c'est d'abord les collabs. En faisant ça, je facilite grandement la vie de tous mes managers. Ouais, c'est l'investissement, tu gagnes du temps pour après, quoi. Ils n'ont pas les sujets de rémunération à gérer, tout le monde a le même référentiel, le même support, voilà, donc on parle de la même chose. C'est quoi, du coup, tu présentes quoi? C'est une grille salariale? Non, je présente c'est des logiques. C'est quoi? Vous êtes très transparent. Vous le placez où le curseur? Parce qu'il y en a qui montrent tout, il y en a qui montrent rien. On montre pas les grilles. C'est la mécanique. C'est dans quel cas on augmente, dans quel cas on n'augmente pas. Ce qu'on attend, en fait, on veut que les gens aient de l'impact, qu'ils créent de la valeur. Si tu as créé de la valeur, en gros, tu auras une augmentation de salaire. Si t'as pas créé de valeur, et donc je prends aussi le contre-pied
J'ai fait mon dernier billet là sur LinkedIn, c'est sur les 4%. 4% de gens foireux dans la société. Je suis pas sûr de t'avoir ajouté. Je vais te suivre du coup. Ils sont non mais c'est beaucoup d'entreprises libérées ont évoqué ça. Il y a 4% de gens foireux chez les patrons, les managers, enfin dans la société. Et souvent les patrons j'ai fait cette erreur-là. On est souvent au quotidien emmerdés par ces 4% et finalement ils nous détournent un peu. 96, donc on va pitcher devant tous les collabs parce qu'il y a 2 trucs qui nous ont gonflés, mais juste pour expliquer, enfin pour parler finalement à ces 4%. 96 alors qu'on parle des 4. Ouais. Et les 96 vont avoir mal au ventre, ils vont se sentir concernés alors qu'ils le sont pas, et les 4 ça va leur glisser dessus. Et donc et là je dis laissez tomber les 4%, perdez pas de temps, concentrez-vous sur les 96. Moi je suis fier de ce que je fais, j'avance avec eux, et s'il y en a qui sont pas contents, il y a plein d'opportunités pour bosser ailleurs. Ils peuvent aller candidater ailleurs. Moi, je les ai pas forcés. Et si ce qu'on fait ne leur convient pas, ils peuvent aller ailleurs. Et il faut aussi que chacun assume un peu plus ses choix, entre guillemets. Et donc, j'explique que si vous avez quelqu'un dans la boîte qui vous dit que la boîte est con parce qu'elle m'a pas augmenté, ayez juste en tête qu'on a décidé de pas l'augmenter parce qu'on n'a pas perçu qu'il avait augmenté, créé de la valeur. On a peut-être perdu des clients à cause de lui. Il y a eu tout un tas de dossiers. Il va pas vous le dire dans la cafette. Et c'est souvent ces gens-là qui vont aller polluer justement dans le bien-être, des gens qui disent rien. Et moi, il y a 3-4 ans, je me suis fait embarquer par un des fameux 4%, il a volé 2h30 de mon temps, alors qu'il a été 12 mois dans la boîte. Et après, je me suis puré, il y a des managers que j'ai même plus l'occasion de passer un quart d'heure avec eux. Et là, je passe 2 heures avec un mec. Alors, on peut dire à la mode, le off-boarding s'est bien passé, mais il a été qu'un an dans ma boîte. Vaut mieux que je passe 2 heures avec quelqu'un qui est dans la boîte depuis 10 ans et qui me fait confiance depuis toujours. Exactement. Tu évoquais votre projet de nouveau siège. Vous êtes à Cesson-Sévigné pour les spécialistes de Rennes. Ça a une raison particulière. Donc c'est parce qu'il y a le nouveau métro. C'est parce que l'Est rennais est plus dynamique. Comment tu perçois si tu devais conseiller faire c'est devenu le quartier digital de Rennes. Voilà. Donc nous, on a créé un ensemble immobilier, un complexe de 3 bâtiments qui s'appelle le Digital Park, voilà, et qui est au pied effectivement de la nouvelle ligne de métro, la ligne B, et on est au terminus, donc vraiment au pied. Vous êtes propriétaire? On est propriétaire. Et c'est des immeubles neufs développés par nous-mêmes, par vous-même, et pas de promoteur local. On s'est appuyé sur une entreprise locale, mais c'est nous qui étions. Parce qu'il y a de beaux professionnels locaux. Tout à fait. Qui savent faire des bureaux. Je crois que c'est une des villes où il y en a le plus d'indépendants. Ouais, je crois, ouais. C'est une des particularités de Rennes. Bon, très bien. Merci. C'est passionnant tout ça. Pour aller vers la touche plus perso habituelle d'Extramuros, quand tu bosses pas, qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien? Voilà. Alors, moi, j'ai eu un coup de chaud vraiment à fond quand j'ai repris la boîte et ça m'a ouvert les yeux sur mon équilibre. Et donc, je pars en vacances. À peu près le seul luxe, je suis pas voiture, je suis pas avion, je suis pas bateau, je suis pas. Et le seul petit plaisir que je m'offre, c'est d'aller en vacances, en fait, à toutes les vacances scolaires. Ok. Donc là, je reviens. Hier, j'étais au Cameroun. Je reviens. Je suis arrivé hier. Et voilà, donc j'adore voyager. J'ai fait en famille, avec ma femme, et j'en ai besoin. Et avec l'idée de finalement, je cours comme un lapin pendant 6 semaines. 6 semaines, ouais, à peu près. Voilà. Ouais. Et puis je break et ça me fait du bien. Ça me fait descendre un peu la marmite. Et je trouve pareil avec le digital et notamment les portables. Les générations futures et nous, pareil, on n'a plus de temps pour s'ennuyer. On n'a plus de temps du coup pour réfléchir. Et moi, les vacances m'offrent ce temps-là. Pour beaucoup du développement des groupes, des créations de filiales. Je les ai imaginées, finalement, j'étais en vacances, j'ai le cerveau qui est libéré de tout un tas de choses, et quand on est patron, on coupe jamais totalement, sauf au Cameroun, où là j'ai coupé vraiment totalement. J'étais pas connecté, j'étais dans la jungle, donc c'était vraiment carrément... Tu fais exprès de choisir des destinations. Non, là c'était... Alors j'ai un pote qui se mariait avec une Camerounaise, et donc on a fait le mariage, on a fait l'occasion. C'était un truc incroyable. Et donc, pareil, de couper. Depuis le Covid, je coupe aussi le week-end. Ouais. Et j'ai vraiment, je charbonne à fond du lundi au vendredi. Voilà. Et coupure le week-end et toutes les vacances scolaires. Voilà. Avec des vacances, l'été, je vais en camping. Je rejoins des potes tous les ans au mois de juillet pendant 3 semaines.
Voilà, et ils sont pas du tout dans le digit, ils sont pas chefs d'entreprise, ils sont des Français de base et tout simple. Et ça fait du bien de se reconnecter. Ouais, c'est mon petit ballon. Après, j'adore la cuisine. Voilà, et je fais un peu de sport. Parfait. Beau programme. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Et merci pour ton témoignage, très inspirant. Et du coup, à très bientôt à Rennes. À bientôt. Au revoir.